Ah oui. Quelqu'un est chaud pour se lancer ou... Alors il faut se lancer avec un micro, bien sûr. Hein. Bonsoir. J'ai une question un peu générale sur le cinéma espagnol avant Alex de la Iglesia. On n'en parle pas beaucoup dans le documentaire. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans le documentaire. Donc avant Alex de la Iglesia, en fait, moi j'ai en tête Victor Erice et Narciso Ibáñez Serrador. Je suis désolé pour la prononciation. Est-ce que ces gens-là ont eu une très grosse influence aussi sur le cinéma fantastique espagnol? Est-ce que c'est à cause de la loi Miro qu'on ne parle plus de ces gens-là? Parce qu'en fait, on y revient très peu, même en interview, là, on citait le cinéma américain, on citait Evil Dead, John Carpenter, je me demandais ce qu'il en était je pensais surtout à Narciso Ibáñez Serrador. En relación al documental, la figura de Chicho, de Armando Osorio, de Paul Nash o Jesús Franco era algo que de alguna manera nosotros no entrábamos a analizar. Nosotros realmente donde entrábamos a analizar era de alguna forma en los años 90, ¿no? España sufre un cierto declive de cine fantástico en los 80, donde prácticamente la figura de Juan Piqué Simón es la que da continuidad a un fantástico muy fuerte en los años 70, y nos vamos directamente a los 90, ¿no? Queríamos enseñar con Herederos de la Bestia, con la película de Alex y con la figura de Alex también, esa llegada a principios de los 90 prácticamente con Acción Mutante, con El Día de la Bestia, ¿no? Que de alguna forma es la película que marca ya ese nuevo territorio en la que llegan gente, por ejemplo, como Jaume, ¿no? Que en el momento del Día de la Bestia Jaume ya estaba trabajando con los cortometrajes, ¿no? De Alicia o Días sin Luz, pero que la ópera prima llegaría ya en el 99, como fue Los sin nombre. Así que nosotros realmente la importancia, aunque no estén citados, yo creo que para todos nosotros es vital. Además, Jaume podrá explicar un poquito más acerca de Historias para no dormir, que fue un proyecto que se fraguó en el 2006, ¿no? Aproximadamente, 2005, donde Jaume, Paco, Enrique Urbizu, etcétera, trabajaron justamente con Chicho con esa vuelta al cine de terror. Pero en el documental sí es cierto que no tienen esa presencia, pero justamente porque nosotros lo que queremos mostrar es ese cine, género fantástico y terror más contemporáneo, ¿no? Más de los 90 a la actualidad. De ahí que quedaba un poco alejado, ¿no? Todas esas figuras que a nosotros nos parecen fascinantes, ¿no? Como Chicho, como Jesús Franco, Armando Osorio, Paul Nash, etc. Alors, de toute façon, hein, en réalité, ces figures comme Chicho, Jesús Franco, c'est évidemment des figures qu'on avait à l'esprit, mais c'était pas vraiment ce qu'on voulait analyser. Hein. Nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment ce cinéma des années 90. C'est vrai que dans les années 80, il y a un véritable déclin en fait du cinéma fantastique en Espagne. Le cinéma fantastique, en fait, il est quasi porté seulement par Juan Piqué Simón, du coup, hein, nous, sur les héritiers del Día de la Bestia, du jour de la bête, on a vraiment voulu s'intéresser d'une part au film d'Alex de la Iglesia et aussi à Alex de la Iglesia en tant que figure, hein, et en tant que figure qui allait effectivement ouvrir la voie à d'autres réalisateurs comme Jaume qui est là, qui avait déjà à l'époque commencé à travailler sur des courts-métrages, même si son premier long, il ne le fait qu'en 99, hein, mais c'était aussi en fait des réalisateurs dont on avait parlé alors je pense que c'est aussi un documentaire, Historias para no dormir, qui a été fait en 2005-2006, hein, et c'était ces figures-là, j'ai pas tous les mots en tête, mais je suis désolée, je les connais pas tous par cœur, mais en tout cas, que ce soit Jesús Franco ou Chicho, bien sûr, c'est des gens qui pour nous étaient essentiels, mais c'était en tout cas pas le sujet du film. Sí, de los que has dicho exactamente, yo por lo menos considero que el nombre absolutamente al margen de todo importantísimo en el cine fantástico español fue Narciso Ibáñez Serrador, en el sentido de que Narciso Ibáñez Serrador tuvo
Lo que no tuvo Polnachi o Jesús Franco, que eran siempre considerados directores como de cine muy bis, muy B, muy de programa doble. Narciso Mayer Salvador estaba avalado por el éxito televisivo, entró en las casas, la gente conocía a Narciso además por un programa un concurso televisivo, 1, 2, 3, que era tremendamente popular en la época, y por la serie Historias para no dormir. Metió el terror en las casas y a través de una serie que fue pionera en ese sentido en España, y estaba como considerado un gran autor de una manera muy extraña. Incluso la crítica, a través de La Residencia, o cuando se estrenó ¿Quién puede matar a un niño?, se trataba de una forma muy diferente al resto del cine de terror español. Era un gran acontecimiento, era como el gran gurú del fantástico, del terror, incluso a través de un programa de televisión que era Mis Terrores Favoritos, que durante muchos años a una generación nos ayudó a descubrir muchas películas de terror. Es decir, que curiosamente el gran gurú del cine español, aceptado por crítica, público masivo y generaciones posteriores de cineastas, eran Narciso y Salvador. Curiosamente Polnachi, Jesús Franco, Osorio, todos los demás tuvieron que esperar mucho para encontrar una cierta reivindicación, se consideraban directores de derribo casi en España. Alors, des personnes que vous avez nommées, moi je crois qu'il y en a un qui est absolument essentiel, c'est Narciso Ibáñez Serrano, qui vraiment est quelqu'un qui est entré en fait chez les gens à travers un programme de télé qui s'appelait 1, 2, 3. Après il y a eu cette série donc Histoire pour ne pas dormir, mais c'est vrai que c'était vraiment quelqu'un qui a absolument marqué le genre. C'était l'espèce de gourou du cinéma fantastique de l'époque. Ahora que decíamos el tema de los años 80, ¿no? Que prácticamente la figura de Juan Piqué Simón había sido exclusivamente la más adherida, ¿no? A lo que venía de los años 70 del fantaterror. Sí que es verdad que hay una serie de películas, como 2 de ellas que ayer se pudieron ver aquí, como es Tras el cristal o Angustia, donde salieron picos extraños, ¿no? De cine fantástico y prácticamente casi todo realizado en Cataluña, ¿no? Como podían ser estas 2 películas, como fueron las películas también de Jesús Garay, ¿no? Tanto Pasión Lejana como La Bañera. Yo creo que salieron algunas cositas raras en los 80, ¿no? Quizás que rozaban casi el cine fantástico y experimental, pero que realmente también son interesantes de citar, sobre todo por si el público las quiere un poco descubrir, ¿no? Al margen de lo visto ayer, como fue, repito, Angustia y Tras el cristal. Donc il y a effectivement il y a ce Juan Piqué, et puis après il y a plein d'autres séries avec Angustia, Pico Extraños. Il y a des gens comme Jesús Garay. En tout cas il y a un certain nombre de films expérimentaux dont je suis désolée, je n'ai pas les titres, mais j'ai eu aucune information, aucun papier, aucune liste. Lo siento, mais donc en tout cas c'est un cinéma, je crois en fait, et comme on a pu le voir pendant le festival lors des projections, qui intéresse les gens et pour lesquels les gens ont une certaine curiosité encore aujourd'hui. Yo me preguntaba cómo está esa historia de que entonces Alex de la Iglesia va en España, le pide a Almodóvar le da miedo, y luego busca todas partes, y es al final entonces en Italia donde saca algo de la producción, y entonces me preguntaba yo cuál es un poco la relación de eso, y un poco, no sé si sea también, vaya, porque en Italia está todo esto del giallo y Dario Argento y todo esto, no sé, vaya, no sé en España cómo pasaba eso en aquella época, o si por ejemplo, si pasaban estas películas en España, o si, no sé, o si estaban censuradas, supongo que no estaban censuradas, y no sé, toda esa historia de entonces esta nueva era del cine fantástico español, que también de cierta manera tiene que ver con una contribución italiana o algo así, no sé. Est-ce que ce cinéma-là, il atteint les salles? Est-ce qu'il y a une influence sur le cinéma espagnol fantastique du cinéma italien, et donc ce genre qu'on appelle le giallo, avec des gens comme Argento, voilà.
Bueno, a ver, en primer lugar, nosotros ya el cine italiano, el giallo en concreto, ¿no? Que ya nosotros lo veíamos, ya que en España llegaba en versiones censuradas, lógicamente, por la época, pero incluso aquí en España se hacían giallos, el género que se conoce popularmente como Spanish giallo, y hay aportaciones bastante interesantes como El asesino no está solo, Las que hizo Pollancchi, Los ojos azules de la muñeca rota. Hay algunas películas bastante atractivas, ¿no? Dentro de lo que es esa imitación o ese calco del género español. Lógicamente, Almodóvar no coge, bueno, las circunstancias. Nosotros siempre nos pusimos en contacto con Pedro Almodóvar para que nos diera la respuesta en el documental. El problema es que en aquella época, cuando quisimos entrevistarle, pues estaba rodando la película Julieta y es una persona que es inaccesible cuando está en mitad de un rodaje y no hay posibilidad no nos dio opción de poder entrevistarle. Nosotros creemos, bueno, personalmente creo que el giallo, sobre todo en estética, lo que es los colores, los añiles, los rojos, esta concepción de colores, están muy presentes en el Día de la Bestia. O sea, en la escuela italiana yo creo que también, en cierto modo, la visión del anticristo y todo esto está muy presente en la película de Alex. ¿Repercusión en sí en el resto del cine español? Hombre, creo que no. O sea, creo que no ha tenido el tema del formato giallo más allá de las copias que hubieron en la época, ¿no? Y curiosamente, quiero recordar que era el hermano de Sergio Martino quien produjo la peli, ¿no? El productor del Día de la Bestia, como Luciano. Yo creo que fue Luciano Martino quien fue de forma indirecta el productor que se asoció con Andrés Vicente Gómez para producir la película. Que bueno, la producción en sí no fue más que nada para abaratar costes y buscar una financiación. O sea, yo creo que buscó en Italia porque fue el mercado que tenía abierto en aquel momento Andrés Vicente Gómez y tenía esa facilidad con ciertas empresas. Nada más, yo creo que hubiera dado igual, hubiera sido Portugal, Francia o cualquier otro país. Alors oui, d'abord, hein, ce giallo, il est censuré à l'époque en Espagne, mais on peut arriver à le voir. Il y a aussi quand même un genre hein, qui s'appelle l'hispano giallo qui en dérive directement avec des films comme El asesino no está solo ou Los ojos azules de la muñeca rota, hein, L'assassin n'est pas seul ou Les yeux bleus de la poupée cassée. Par rapport à la réponse d'Almodóvar sur sa non-envie de produire Le jour de la bête, évidemment on avait voulu pour le film l'interviewer, mais à l'époque il tournait Julieta et c'est une de ces personnes qui quand il tourne est absolument inaccessible, donc on n'a pas pu avoir voilà, sa réponse gravée dans le film ou sa version à lui. En tout cas, je crois que le genre giallo, il est très présent dans l'esthétique du jour de la bête. Je crois aussi quelque part il est présent dans le thème même avec l'antéchrist. Hein. Mais est-ce que c'est un genre qui a eu des répercussions sur le reste du cinéma espagnol? Je crois pas. En tout cas, voilà, c'est un cinéma qui s'est vu un peu sous le manteau à une certaine période. Quand on parle de cette coproduction en fait italienne du jour de la bête, hein, je crois que ça a été porté par l'un des frères, le frère du producteur. Le producteur est Sergio Martino, Luciano et Sergio, su hermano, voilà. Et donc en fait, en tout cas, l'argent qui a été cherché en Italie, c'était un peu le hasard plus que quoi que ce soit d'autre. Hein. Je crois que s'il y avait une possibilité de trouver de l'argent en France ou au Portugal, ça serait fait tout aussi bien. Il n'y avait pas particulièrement une volonté d'établir un lien avec le genre fantastique italien. Aussi, quand on parle de la bon.
¿En francés? Sí, porque... Sí, y luego traducimos. Elena te la dice en español. Ah, ok. Ok. Aussi, quand on parle de l'influence du cinéma italien d'horreur, du giallo, en Espagne, et pour les réalisateurs espagnols de ma génération, on doit penser que nous avons grandi, moi, ma génération, et aussi Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia, c'est peut-être un peu plus grand, mais on avait tous grandi avec les vidéos, l'industrie des vidéos, et c'est pour ça qu'on connaissait tous les gens réalisateurs, les gens qui voulaient être réalisateurs, aimaient le cinéma, qui découvraient dans les... Comment vous disiez Les vidéoclubs. Le vidéoclub, oui. Donc ça c'est très important. L'industrie des vidéos, les vidéoclubs, c'était quelque chose de très important pour définir un peu cette génération de cinéastes qui n'aurions pas peur de faire du cinéma fantastique, du cinéma d'horreur en Espagne. Et Alex de la Iglesia, bien sûr, c'était le premier, et c'était lui qui avait ouvert la porte pour tous les autres qu'on a dit, oh, on peut faire du cinéma fantastique, on peut faire du cinéma d'horreur en Espagne, oui, et en même temps, ça peut être un succès. Donc alors, tout le monde a commencé à faire, non pas tout le monde, mais quelques personnes nous ont commencé à faire du cinéma fantastique. Donc, Germain, tu disais aussi dans le film, et c'est une question qui revient régulièrement, donc ça a ouvert un peu la voie, mais je comprends que ça a été surtout d'un point de vue de l'industrie du cinéma, ça a prouvé que ça pouvait se faire, mais est-ce que vous, tous et chacun, vous vous êtes reconnus aussi dans une proposition artistique? Est-ce qu'il y a une influence vraiment de thématique ou de la façon de tourner les films dans vos films à vous? J'imagine que pour David et Diego, s'ils ont voulu faire un hommage, c'est qu'ils apprécient vraiment l'esthétique de ces films. Pour le reste, vous vous reconnaissez dedans aussi? Est-ce qu'on peut parler aussi d'une influence artistique au-delà de cette ouverture de schéma économique? Sí, yo creo que al final un poco todos estamos incidiendo y dando vueltas a un concepto que viendo el documental de Dios de la Bestia creo que está plasmado perfectamente y que a mí viendo el documental me ha venido un recuerdo de mi infancia, preadolescencia que a mí me marcó mucho ya en aquella época. Quería ser director de cine. Sí, es que estamos hablando mucho, quiero ponérselo fácil a... Sigo. Vale. El problema son los nombres y los títulos de peli. Perfecto. Cuando se les dicen muy rápidamente. Entonces es que no tengo ni tiempo de apuntarlos solamente. Yo creo que con el cine de la Iglesia todos tenemos como una proximidad muy grande. Claro, en mi caso además se suma el tema de que es de Bilbao. Que yo quería ser director de cine, me gustaba el cine fantástico. Era preadolescente y estaba en Bilbao. Yo tengo un recuerdo increíble de Acción Mutante, de cuando se estrenó allí, que me llevaron mis hermanas porque yo les insistí, estaban con todo este rollo y demás. Y además, como iba con ellas, llegamos un poco tarde, entramos en el cine y o sea, no es que estuviese lleno, es que había gente sentada en las escaleras del cine, ¿no? Y para mí fue como esa proyección, además a oscuras y con toda esta rollo de Acción Mutante de las teles y demás, fue como entrar en una dimensión diferente de lo que era el cine español, ¿no? De lo que para mí suponía el cine español, que a mí personalmente yo con él había tenido muy poca empatía, porque toda mi empatía había venido inevitablemente por el cine que consumía, que venía de fuera, y creo que toda la empatía que no había tenido durante 13 años me vino de golpe solo en aquella sesión. Entonces yo creo que inevitablemente es la idea de que el cine de género, que nos parecía tan inaccesible, lo podía hacer tu vecino, que en mi caso era literal, pero creo que es un poco lo que hemos sentido todos, aunque no sea de Bilbao. Y creo que se enlaza un poco también con el guialo, que de pronto es como que el cine de género lo puede hacer tu vecino, que es el país, ¿no? Y creo que en España sí que de alguna forma, como habéis comentado, influyentes, creo que aunque
los rasgos estéticos sean muy diferenciados. Sí que existe una vertiente realmente influyente de cómo se puede hacer un tipo de cine que no sé si decir que nos parecía prohibitivo por alguna extraña razón. Alors, oui, c'est vrai que voilà, on essaie toujours de s'interroger un peu sur ce que c'est ce cinéma-là, mais je crois que le film qu'on vient de voir montre très bien. Moi, j'ai un souvenir d'enfance par rapport au film d'horreur et je me souviens très bien. Bon, alors en plus j'ai un lien particulier avec Alex de la Iglesia parce qu'il est de Bilbao. Hein. Je me souviens quand j'avais 13 ans d'être allée avec mes frères voir Acción Mutante qui était le premier film. Alors on est arrivé un peu tard au cinéma et la salle n'était pas seulement pleine, il y avait des gens assis jusque dans les escaliers, hein, et puis c'était absolument incroyable. Voilà, j'étais jeune, donc de voir un film comme ça dans le noir avec beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'à l'époque, je m'intéressais pas beaucoup au cinéma espagnol, j'étais plutôt intéressée par le cinéma qui venait d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, voilà, il y avait, j'étais en train de regarder un film là qui me parlait vraiment. C'était un peu comme si tout d'un coup, ton voisin pouvait faire ce cinéma qui t'avait intéressé. Alors dans mon cas, c'était un voisin au sens littéral, hein. Mais voilà, je crois qu'il y a eu cette influence-là aussi du giallo qui était le cinéma fait dans un pays voisin, là encore, hein, et cette proximité, ces traits esthétiques qu'on pouvait retrouver un peu dans les deux. No, en relación a lo que comentaba de cómo ha podido de alguna forma manejarse el cine de Alex o influenciar, yo creo que aquí hay dos pautas, ¿no? Justamente una es Acción Mutante y otra es El Día de la Bestia, y lo que conlleva como realizador el cine de Alex al propio Alex. Yo creo que Acción Mutante de alguna manera sí que marca algo, no una tendencia, pero sí que hay diversas películas en ese momento en España que intentan un poco arrimarse a esa primera ópera prima, ¿no?, de Alex, como podría ser Supernova con Marta Sánchez, algo muy loco, pero que un poco iba por esa vía de una ciencia ficción como muy estrafalaria, o incluso atolladero, ¿no?, que también jugaba a ese western extraño de ciencia ficción. La lengua asesina, correcto, ¿no? Hay una serie de películas que sí que intentan un poco acercarse a esa primera película de Alex, pero yo creo que Al Día de la Bestia no es imposible, ni mucho menos, pero ya es complicado. Yo creo que ahí es cuando verdaderamente Alex marca unas pautas en su cine, ¿no? La ciudad de Madrid como protagonista absoluto en todas sus películas prácticamente, ¿no? Yo creo que Madrid ha sido un elemento vital en el cine de Alex. Hay unos códigos como son la televisión, como son los repartos corales, como jugar a un humor muy cínico, ¿no? Utilizar la violencia casi tocando con el humor de una forma que no es fácil llevar al cine, y Muertos de risa podría ser una buena muestra. Lo que yo creo que marca mucho a esa nueva generación de cineastas en España a partir de los 90 es la propia figura de Alex, ¿no? Y el haber logrado unificar taquilla y fantástico, ¿no?, que es lo que logra justamente El Día de la Bestia. Ya decía Ariz que de golpe se encuentra con Acción Mutante llena. Yo también el recuerdo que tengo de ver Acción Mutante en Barcelona es una sala bastante llena también. Pero es que yo creo que El Día de la Bestia hace ese empalme, ¿no?, taquilla, cine fantástico, y creo que a partir de ahí se logran muchas cosas, ¿no?, en este país con el fantástico. Pero propiamente seguir la estela del cine de Alex me parece complicado, ¿no?, para un realizador, ya que son pautas muy marcadas, ¿no?, constantemente en su cine, y una de ellas, probablemente la más complicada de trasladar, es Madrid, ¿no?, que el tío es que la pinta, la maquilla, la disfraza, hace lo que quiere con esa ciudad, en Balada Triste y Trompeta, en El Día de la Bestia, en La Comunidad, o sea, en cualquier película coge Madrid y te la mueve, ¿no?, te la mueve de una manera que me parece magnífico, ¿no? Y algo también muy llamativo y muy interesante en Rec, ¿no?, lo que Jaume y Paco logran con una ciudad como Barcelona, de ponerla en el marco prácticamente en el plano mundial, ¿no?, de una cinta de terror que empieza en Barcelona, ¿no?, que vemos esas calles de Barcelona con los bomberos que para todos nosotros que pasamos cada 2x3 son tan familiares, ¿no? Es un poco, pues cuando vas a Madrid, es raro que vayas por ciertas zonas de Madrid y no te venga a lo mejor un momento del cine de Alex, ¿no?, porque ha logrado de alguna forma esa ciudad llevártela a, digamos, a su cine. Perdona.
Ouais, alors je crois que effectivement il y a deux choses, il y a deux aspects, je crois, dans le cinéma d'Alex de la Iglesia sur ses deux premiers films, Acción Mutante et El Día de la Bestia. Acción Mutante, c'était peut-être un film qui pouvait plus directement inspirer les gens avec ce côté un peu de folie, ce côté un peu western. Hein. Il y avait notamment un film qui s'appelait Lágrimas Asesinas, oh pardon, La lengua asesina, oui d'accord. La langue assassine, oui. Mais par contre, sur El Día de la Bestia, je crois c'est vraiment un film qui a marqué, mais qu'il est dont il est difficile d'une certaine manière de s'inspirer vraiment. De manière proche, parce que c'est là où Alex de la Iglesia va montrer en fait ce qui vraiment va être à la base de tout son cinéma, un rapport à la télévision, une distribution qui fait un travail plutôt choral et un côté comme ça humour très noir, et puis surtout Madrid, hein, qui va être dans tous ces films. Et je crois que voilà, il y a aussi quelque chose qui est très particulier dans ce film-là, c'est que pour la première fois, il y a à la fois un film de genre, ce film d'horreur, ce film fantastique, et qui arrive à faire de l'argent au box-office, hein. Et ça c'est une chose absolument incroyable. Je me souviens d'ailleurs moi aussi d'Acción Mutante, cette projection à Barcelone avec une salle assez pleine, mais ce n'est que le début. C'est vraiment El Día de la Bestia qui va montrer cette espèce de mariage réussi entre le cinéma de genre et les entrées, hein. Après, il y a ce rapport à Madrid qu'a Alex de la Iglesia, on voit cette ville dans tous ses films et on la voit à chaque fois différente, hein. Il la modifie, il la modèle, et voilà, si on voit le Madrid de El Día de la Bestia et le Madrid de la communauté par exemple, c'est pas du tout le même Madrid. Il a cette manière de magnifier la ville, ce rapport à la ville aussi, hein, qu'on va retrouver dans Rec, qui démarre avec un plan de pompier dans les rues de Barcelone, et ce film va d'une certaine manière mettre Barcelone sur la carte du cinéma mondial, et pour ses spectateurs va permettre de quelque part se retrouver ces rues qu'il connaît, comme ça a pu être le cas du Madrid d'Alex de la Iglesia, où je défie bien quiconque connaît le cinéma de la Iglesia de se balader dans Madrid sans penser particulièrement à certains de ses films. Alors j'ai 3 questions. La première, qu'est-ce que vous avez pensé de La Lienne de Genet? Et la deuxième, l'évolution en fait du film fantastique espagnol. Et la troisième, quels sont les projets que vous avez vus dernièrement qui vraiment vous ont pris au trip? Voy a ser rápido y breve. Yo realmente de todo lo último que he visto me quedo con Verónica. Creo que Paco Plaza con su última película a nivel estatal ha dado en el clavo y él nos ha hecho una peli extraordinaria. No sé si se ha estrenado aquí todavía. Verónica Je crois pas, non. Véronica de Paco Plaza, elle n'est pas sortie en France. Non, c'est pas encore sorti. Ah. Pues la recomiendo fervientemente, la verdad. Je vous la recommande chaleureusement, donc. Bueno, yo no es que sinceramente sea muy amante del terror español actual, esto hay que decirlo. O sea, yo me decanto más por los años 70, 80 y hasta 90. Pero sí que es cierto que lo que dice Diego, Verónica, yo creo que es una película magnífica, que Paco ha sabido dar en el clavo al conjugar bueno, más que nada, desde mi punto de vista, ya no es ni siquiera una película de terror, va más allá. Es un drama costumbrista sobre un adolescente que él lo disfraza de película de terror, y le hace tan bien que la verdad es que merece la pena que, si la podéis ver, la veáis, porque es magnífica. Alors, pour vous dire la vérité, je ne suis pas un grand fan du cinéma de terreur espagnol
actuelle, hein, je préfère les années 70, 80, voire jusqu'aux années 90, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire mon camarade. Hein. Véronica, c'est un film absolument magnifique. Je crois que c'est pas vraiment un film de terreur, hein. Je crois que c'est plus un drame, hein, qui est présenté comme un film de terreur qui parle d'un adolescent, hein, qui parle d'un adolescent, et vraiment, je vous recommande chaleureusement le film également. Il y a une autre question pour rebondir. Véronica, en fait, c'est le nouveau film de Paco Plaza qui a été tourné, je crois, à Madrid, et qui est une histoire de possession, d'exorcisme, si je puis dire, avec donc dans mon souvenir, c'est une adolescente qui en fait invoque un esprit, et l'esprit malfaisant débarque. Je crois que le film sort en Espagne, où il vient tout juste de le sortir. Et la question en plus, c'était, elle voulait savoir qu'est-ce que vous avez pensé du Alien de Jeunet, c'est ça? Le film Alien de Jeunet. Résurrección. ¿Qué copia? Le quatrième, enfin, Insurrección. Bueno, pues empezaré yo porque soy un fanático y creo que David también, de la saga Alien. Y bueno, a mí me gustan. Yo tengo un problema, que es que de Alien me ponen un bicho con una lengua rara y que escupe ácido y ya me mola. Es decir, no, pero me gustan todas. Es decir, hasta las últimas, que las han puesto fatal, me divierten y me encantan. Y hasta los exploits de las que hacen imitando a Alien también me gustan. Pero bueno, yo a Alien de Jeunet siempre le he tenido un cierto cariño. A mí cuando se estrenó fue muy polémica, pero a mí como me conectaba con todo ese universo muy francés, muy de metal hurlant, de personajes absolutamente al límite, bueno, me pareció muy diferente además a las anteriores entregas, lo cual me parece un acierto. Y luego me pareció que Jean-Pierre Jeunet hizo una película, Marc Caro, que estaba también involucrado en muchas cosas en la película, hicieron una película francesa de Alien. Eso me pareció un acierto, es decir, y que recuperaron toda la tradición de cómic de francés y lo aplicaron a la película de manera estupenda. Es decir, yo tengo muy buena opinión, ya que el monstruo final híbrido entre humano y alien me parece un acierto. Me dio entre pena, asco y miedo, y me sabía fatal que se lo cargaran al final. No sé, me parecía como triste, ¿no? Y aquella reina con una matriz, me parecía todo muy desmadrado, muy desagradable, pero muy divertido, ¿no? Me gustó mucho, la verdad. Tengo un buen recuerdo bueno, me recuerdo de hace 4 días, porque la repito me las veo todas cada año 2 veces, es decir, que lo tengo muy fresco el recuerdo. Pero sí, me gusta mucho Alien Resurrection, que es el título que tuvo realmente. Alors voilà, moi les films d'Alien, hein, vraiment j'adore ça, quels qu'ils soient, même s'il y en a certains qui sont moins réussis que d'autres, mais c'est vrai que c'est des films qui me procurent beaucoup de plaisir, que je trouve extrêmement divertissants. Le Alien fait par Jeunet, pour moi c'est vraiment un film tout à fait à part, hein. Je trouve qu'il a réussi à amener à Alien l'univers de la bande dessinée française, et notamment cet univers qu'on trouvait dans Métal Hurlant, hein, et ça c'est une véritable force d'avoir su amener cette bande dessinée française dans cet univers-là. Particulièrement, j'avais adoré ce monstre hybride à la fin, hein, qui faisait à la fois pitié, qui provoquait du dégoût, qui provoquait de la peur, et j'étais vraiment pas très content qu'il s'en débarrasse à la fin. C'est vrai que c'est pour moi, alors ce film s'appelait Résurrection, c'est un film que j'ai très très présent à l'esprit, parce que voilà, je me le passe à peu près 2 fois par an. Bueno, a mí me pasa también un poco como Ángel, no está al extremo de revisarlas 2 veces al año, ¿no? Toda la saga, pero... 3. O 3, hasta ese extremo no llego. Pero sí que soy yo bastante fanático del universo Giger en general, ¿no? Y la saga Alien me gusta mucho. Aparte, Alien Resurrección, lo que me gusta de ella es que también Universal la dirige un director que me gusta mucho, ¿no? También, y que había aportado películas como Delicatessen o Amélie, que
la verdad es que me parecen magníficas y me enloquecen, o sea, la estética que aportan tan afrancesada me gusta bastante, o sea que tampoco no puedo decir nada malo de ella. Alors bon, je suis pas aussi fanatique que le directeur du festival de Sitges qui voit peut-être même 3 fois le film par an, hein, mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup la saga d'Alien. Je crois aussi que ce mélange était tout à fait fantastique, et puis j'ai un véritable amour pour l'univers de Jeunet, hein, que ce soit Délicatessen, que ce soit Amélie Poulain, voilà, il y a ce côté très français aussi qui me plaît beaucoup. Hay que decir, no sé, que Alien Resurrection fue uno de los directores que estuvo tentado de hacerla o que estuvo propuesto es Alex de la Iglesia. Por un breve momento fue propuesto por Fox como uno de los posibles directores de Alien Resurrection. Quizá lo hubiese hecho en un Madrid apocalíptico y en cambio de Dominique Pinon hubiese sido Santiago Segura el que hubiese hecho de las suyas, ¿no? Es decir, y bueno, hubiese sido probablemente muy divertido. Es decir, que estuvimos ahí cerca, ya que estamos en este coloquio, de que Alex dirigiese un Alien, ¿no? Resurrection, o Alien, no sé, lo podía haber titulado Cocido, ¿no? Madrileño, porque lo hubiese quedado muy bien. Yo creo que hubiese quedado un buen Alien. Viendo hacia un mutante y trasladando al universo Alien, algo bueno hubiese salido de allí. Alors je vais rajouter quand même que voilà, Alien Résurrection avait été proposé aussi à Alex de la Iglesia, hein, par la Fox. Voilà, peut-être qu'au lieu de Dominique Pinon, on aurait eu Santiago Segura. Peut-être que voilà, évidemment le film se serait déroulé dans un Madrid apocalyptique. Je crois il aurait fait quelque chose de bien. Hein, voilà, si je repense à Action Mutante, je pense que ça aurait fait quelque chose qui fonctionnait avec un titre peut-être comme Pot-au-feu madrilène, mais... Oui, bonsoir. Alex de la Iglesia a fait 2 films en langue anglaise, dont Perdita de Rango, qui passe au festival. Et je voudrais savoir ce que vous pensez justement de ces 2 films qui sont un peu à part dans sa filmographie. Donc il a fait aussi un film avec Elijah Wood, Meurtre à Oxford. Moi j'ai une préférence pour Perdita de Rango, c'est en fait j'ai connu le cinéma de Alex de la Iglesia avec ce film, Perdita de Rango, avant de voir ses films espagnols. Donc j'aimerais déjà connaître votre avis sur ce film, et connaître votre avis aussi sur le fait que quand Alex de la Iglesia fait un film à l'étranger, est-ce que ça reste un film espagnol, mais juste en langue anglaise, ou est-ce que vous pensez qu'il doit s'adapter à Hollywood, ou est-ce que c'est Hollywood qui doit s'adapter à lui? Et est-ce que c'est pour vous un succès artistique aussi, Perdita de Rango, comparé à ces autres films espagnols? Bueno, no sé, les da miedo por aquí a Perdita Durango. A ver, no, a mí Perdita Durango es una película que siempre me ha caído simpática, es decir, no diré nunca que sea la película que más me gusta de Alex de la Iglesia, pero creo que es una película tremendamente atrevida. Yo soy muy del universo Barry Gifford, me encanta, evidentemente, Corazón Salvaje y el personaje Perdita Durango y lo que hizo Lynch con él. Intento no comparar Perdita con Corazón Salvaje de Lynch, porque no, pero yo creo que le dio un tono muy Grindhouse, muy loco, muy interesante, y creo que funciona por ese lado muy bien. Y creo que Bardem, bueno, se pasó mucho, como siempre se pasa, pero se pasó bien, ¿no? Es decir, ya empezó a ser ese Bardem que creo que es el que le gusta a los americanos, y que siempre hace de loco chalao, ¿no? Y entonces, en Perdita Durango está a su gusto lanzando bebés a las llamas y todas estas cosas que le quedaban muy bien. No, creo que, bueno, es una muy divertida película, y hoy en día tiene un punto Grindhouse, un punto loco que mola más. Yo creo que ahora me gusta más que en su momento. Yo hace poco la vi, me gustó mucho más que cuando la vi de estreno. Es una película... y la otra que tiene en inglés, Los Crímenes de Oxford, a mí me parece su película, una de sus películas menos satisfactorias, pero no porque esté mal hecha, es una película muy correcta, muy bien hecha, pero creo que Alex dejó de ser Alex en esa película, es decir, no, es una película que podría haber dirigido cualquiera, y es una película entretenida, bien hecha, factura industrial perfecta, pero le falta que John Hurt dijese alguna barbaridad en medio, no sé, alguna cosa
todo era demasiado preciso, demasiado exacto, no le va bien, era una película más para, no sé, para un director y más impersonal. La question c'était... Pardon. Donc ouais, on a l'impression que ça leur fait peur un peu Pérdida Durango. Alors moi je vais dire que c'est pas mon film préféré d'Alex de la Iglesia, mais c'est un film que j'ai toujours trouvé très très sympathique, un univers un peu de Guilford, quelque chose qui est assez proche aussi de Cœur sauvage de Lynch. Hein. Il y a un côté folie très très intéressant dans ce film. Bardem en fait beaucoup, comme il en fait souvent beaucoup. Alors là, il est dans le... C'est le premier personnage qui fait de ce que les Américains aiment chez lui, c'est-à-dire ce personnage de dingue, mais il est bon quand même. Après, on est vraiment dans quelque chose, voilà, qui a une espèce d'humour absolument incroyable. C'est vraiment un film très très drôle. J'avoue que je l'ai revu, que je l'ai trouvé mieux lorsque je l'avais revu. Après, si on parle donc des crimes d'Oxford, c'est un film qui est correct, c'est un film qui est bien fait, mais je crois que c'est le film où on sent le moins la patte d'Alex de la Iglesia. Hein. C'est un film qui a une bonne facture industrielle, qui aurait pu un peu être fait par n'importe qui, donc c'est pas un film que j'aime en fait. Par rapport des films en anglais d'Alex de la Iglesia, la question c'était si c'est Alex qui s'est adapté à Hollywood, qui s'est adapté à Alex, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose quand même très intéressant, c'est que les deux films en anglais d'Alex de la Iglesia, ce sont deux films différents au film espagnol, parce qu'il n'y a pas de l'humour. Les crimes d'Oxford, c'est un film qui n'a pas de l'humour, et Pérdida Durango, c'est un film qui est sérieux, qui est excessif, mais il n'y a pas la veine humoristique de Alex de la Iglesia. C'est très intéressant. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'utilise pas cet ton très espagnol, humoristique. Qu'il fait même avec des films de genre. Il fait un film de science-fiction, mais avec l'humour. Il fait un film d'horreur avec l'humour. Il y a toujours l'humour dans le film d'Alex de la Iglesia, sauf les deux films en anglais. C'est très intéressant d'étudier. Pourquoi? Je ne sais pas. Bonsoir, déjà je voulais vous remercier pour le documentaire parce que je suis une des rares personnes de la salle qui n'a pas vu Le Jour de la Bête encore, et je vous avoue que ça va être dur d'attendre encore une semaine pour le voir au festival parce que ça donne vraiment envie. Et une chose qui m'a surpris pendant le documentaire, c'est le nombre de personnes ou le nombre de difficultés qui ont été rencontrées par rapport aux questions religieuses, en fait, les gens qui ne voulaient pas participer au film parce que ça parlait d'antéchrist, ça touchait à des choses un peu complexes. Et je voulais savoir si ces difficultés-là se retrouvaient encore à l'heure actuelle pour les réalisateurs de cinéma fantastique espagnol à l'heure actuelle, et de façon plus générale, quelles sont les difficultés que les réalisateurs rencontrent aujourd'hui quand ils veulent lancer un projet comme ça en Espagne. En lo que respecta al documental directamente, ya Aris y Jaume podrán comentar más, ¿no?, acerca de si hay algún trasfondo, ¿no?, socio-católico en el cine fantástico. Y en lo que respecta a la película, bueno, yo creo que hay un tono más bien de humor. No sé si va un poco la pregunta por las anécdotas en relación a las fotos de Santiago Segura, o por el hecho de que propiamente le diera miedo a Pedro Almodóvar, que yo creo que es un poco también ese humor tan afilado y afinado que tiene a veces Alex cuando dice que le daba miedo, y ya está, y es lo que nos tocó escuchar y punto, y a buscar a otros productores. Yo creo que no hay nada más, yo creo que hicieron la película que querían hacer. Sí que es cierto
que donde en el parámetro, digamos, donde sí creo yo que encuentran un problema y que el propio equipo se lo acaba comentando a Alex, es en ese final, ¿no? Quizás sí que es verdad que acabar una película en el año 95 en España donde con un arma corta le vuelas la cabeza a un bebé, pues sí, quizás ahí sí que tenían un problema, podían haber tenido un problema, tal y como lo dice Wyoming o César Strawberry de Defcon 2, ¿no? Yo creo que era un final atrevido, muy loco, y que finalmente no hace. Pero yo creo que todo lo demás, yo creo que no, yo creo que es más bien anecdótico, no tanto lo de Pedro Almodóvar o lo que explica Santiago Segura sobre esas fotos porque habían visto la profecía, como bien comentaban ellos, y les recuerda. Alors bon, en ce qui concerne, on va dire la difficulté qu'il peut y avoir avec, on va dire une toile de fond un peu socio-catholique pour les réalisateurs qui ont envie de faire des films de genre ou des films d'horreur. Je pense que Jaume pourra en parler mieux. Si on parle du poids que cette sociologie-là a pu avoir par rapport aux choix ou aux difficultés qui ont pu être rencontrées pour faire le film, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui nous ont été dites quand on a fait le documentaire, hein, qui relèvent de l'anecdote et qui relèvent aussi de cet humour si particulier d'Alex de la Iglesia, hein, c'est-à-dire que bon, ce qu'il dit par rapport à Almodóvar, qui avait peur du diable pour s'investir dans la production du film, vrai ou pas vrai, c'est ce qui nous a été dit, mais c'est vrai que ça avait un petit côté quand même anecdotique et rigolo. Pareil pour ce que raconte Santiago Segura. Après, je pense que oui, s'ils avaient fait ce final, enfin cette fin auquel ils pensaient au début, c'est-à-dire tirer à bout portant sur un bébé et lui faire exploser la cervelle, je pense que là peut-être ils auraient eu des problèmes. Mais finalement, la fin, elle est osée, elle est déjantée, mais elle ne va pas jusque-là et ça n'a pas posé particulièrement de problème. Donc voilà, il y a beaucoup d'humour aussi, je crois, dans certaines des réponses qui nous ont été faites. En Espagne, il y a des gens qui, quelques années avant, encore plus, il y a des gens qui ont une sensibilité avec toutes les choses qui ont à voir avec la religion, le démon, le diable, tout ça. Et il y a des gens qui ont peur de faire. C'est pour ça peut-être que les gens ne voulaient pas participer dans un film qui parlait du diable. En Espagne, il existe un peu des choses comme ça. Moi-même, j'ai eu une anecdote très intéressante, mais c'est une anecdote qui va marcher si vous avez vu Rec. Vous l'avez vu. Donc, moi, je réalisais Rec avec Paco Plaza, qui c'est le réalisateur de Verónica. Ensemble, on a dirigé ce film. Dans Rec, il y a un monstre à la fin, qui est la Niña Medeiros, qui est un monstre horrible avec un marteau. Un marteau? Vous vous rappelez de ça? Non? Vous vous rappelez pas du monstre horrible et tout ça? Bon, il y avait un monstre horrible avec un marteau qui apparaît. Et j'ai eu l'idée que le monstre fait tout ça avec le marteau. Boum, boum. Il y avait une vierge, une image de la vierge religieuse dans le mur, dans cet appartement. Et alors, il y avait eu l'idée de ces monstres qui tapent la vierge et la cassent. Mais alors, Paco est un peu plus religieux que moi, parce que moi, je ne suis pas religieux. Donc, Paco m'avait demandé de ne pas faire ça, de ne pas tourner ça, parce que ça l'incommodait un peu. Mais j'étais vraiment obsédé avec cette image de ce monstre qui tapait la Vierge. Alors je lui ai dit, Paco, écoute, c'est pas toi, c'est pas moi qu'on va taper la Vierge, c'est un monstre de l'enfer qui va faire ça. Et ça, il y a une logique. Alors il a dit, tu as raison, Jean, tu as raison, on va le faire, ça va être incroyable. Mais 10 minutes après, avant de tourner ça, je ne vis pas qui, il croyait que je ne voyais pas, mais il a pris la Vierge et il l'a caché.
Donc, cette scène n'existe pas finalement. Arrête. Et je respectais. Je respectais Paco parce qu'il n'était pas commode avec ça. J'explique ça pour vous comprendre qu'il y a des gens, même Paco Plaza, qui parfois ne se sentent pas commodes avec l'utilisation de la religion et des démons. En tout cas, Paco a supéré finalement, parce que Véronica c'est un film du diable, tout ça, de possession, donc il a supéré ça. Maintenant. Heureusement. Comme quoi, dans le doute, hein, il faut s'abstenir. Et le diable, ça rapporte des sous. Par contre, je vais effectivement vous remercier. On pourra continuer un petit peu dehors, parce que ça pousse au portillon. Donc, merci au public. Et surtout, merci donc, à David, Diego, Jaume, Angel, Rhys pour cette rencontre.